Ce matin, les gardiens de la révolution iranienne ont envoyé un message très précis aux étudiants, professeurs et employés des universités américaines dans le Golfe Persique. Pas une déclaration diplomatique, pas un communiqué, un avertissement. Au même moment, au Yémen, les Houthis tiraient leur deuxième missile balistique en direction d'Israël. Et en France, les services de renseignement établissaient un lien direct entre ce conflit au Moyen-Orient et un attentat déjoué à Paris. Tout ça en moins de 24 heures. La question n'est plus « est-ce que ce conflit va s'élargir ?» La question c'est « jusqu'où ?» Rappelons les faits bruts. Il y a un mois, le 7 octobre, Israël entre en guerre contre le Hamas à Gaza. Pendant 4 semaines, les Houthis du Yémen multiplient les déclarations de solidarité. Et puis, hier soir, l'armée israélienne détecte quelque chose d'inédit, un tir de missile depuis le territoire yéménite à plus de 1800 km. Quelques heures plus tard, une deuxième attaque est revendiquée. Pourquoi c'est significatif? Parce que les Houthis ne sont pas un groupe terroriste ordinaire. Ils contrôlent la capitale du Yémen depuis 2014. Ils disposent de missiles balistiques longue portée fournis par l'Iran. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une architecture stratégique. Téhéran appelle ça l'axe de la résistance. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices en Irak et en Syrie. Chaque acteur peut activer une pression sur Israël sans que l'Iran tire lui-même un seul missile. C'est du génie tactique ou de la folie calculée selon le camp où vous vous trouvez. Maintenant, parlons de la chose la plus inhabituelle de ces dernières heures. Les gardiens de la révolution, la force d'élite du régime iranien, ont publiquement conseillé aux étudiants et personnels des universités américaines présentes dans les pays du Golfe de quitter ces établissements. Première lecture, c'est une intimidation. Un message à l'Arabie saoudite, aux Émirats, au Qatar, qui hébergent des campus américains sur leur sol. Deuxième lecture, c'est un signal adressé directement aux États-Unis. Vous avez des cibles civiles à portée de main. Troisième lecture, la plus froide. Si l'Iran la formule publiquement, c'est peut-être précisément pour ne pas la mettre à exécution, mais pour peser sur la diplomatie américaine. Il faut comprendre le contexte. Selon le Journal de Montréal, citant des analystes proches des négations, le moment propice à la conclusion d'une entente serait désormais révolu. L'Iran dispose maintenant d'un levier que Washington ne peut plus ignorer. Ce levier, c'est exactement ça, la capacité de menacer sans frapper, en attendant de voir si les États-Unis bougent. Et puis, il y a un élément que les médias francophones couvrent peu, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a déclaré ce matin qu'il faisait le lien entre le conflit au Moyen-Orient et un attentat déjoué sur le sol français. Les détails restent classifiés, mais la formulation est claire. Ce qui se passe à Gaza a des répercussions directes sur la sécurité intérieure européenne. Ce n'est pas théorique. En 2015, les attentats de Paris avaient en partie été motivés par la politique étrangère française en Syrie. Le mécanisme est le même. Quand un conflit au Moyen-Orient monte en intensité, il génère une pression radicale qui cherche des sorties en Occident. Ce n'est pas une raison de cesser d'analyser le conflit objectivement, c'est au contraire une raison de le comprendre encore mieux. Revenons au tableau d'ensemble. Un mois après le début de la guerre, voici ce que nous observons. Le Hezbollah au Liban maintient une pression constante sur la frontière nord d'Israël, sans basculer dans une guerre totale. Les Houthis testent la portée de leurs missiles et valident leur capacité de nuisance. L'Iran formule des menaces explicites contre des actifs américains dans le Golfe. Les États-Unis ont déployé 2 groupes de porte-avions en Méditerranée orientale. C'est sans précédent depuis des décennies. Ce que ça signifie structurellement, chaque acteur monte d'un cran sans franchir la ligne rouge qui déclencherait une guerre ouverte avec les États-Unis. C'est ce que les stratèges appellent une escalade horizontale contrôlée. On élargit le nombre de fronts, on augmente la pression, sans provoquer de réponse symétrique directe. Mais cette stratégie comporte un risque immense, l'incident non désiré, un missile mal calibré, une frappe qui tue des soldats américains par erreur, une décision prise dans la confusion d'une nuit de combat. C'est souvent comme ça que les guerres régionales deviennent mondiales, pas par décision délibérée, mais par accident stratégique. Alors, où va-t-on? Personne ne le sait avec certitude, et méfiez-vous de ceux qui prétendent le savoir. Ce qu'on peut dire avec rigueur, l'Iran a réussi pour l'instant à activer plusieurs fronts sans entrer directement dans la guerre.
Les États-Unis ont répondu par une présence militaire massive, sans engager le combat. Et Israël se retrouve dans une position paradoxale, militairement supérieure sur tous ses fronts individuellement, mais stratégiquement encerclé. La prochaine variable à surveiller, est-ce que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, vont continuer à jouer la neutralité, ou est-ce que la menace iranienne sur leurs universités va les pousser à choisir un camp clairement? C'est probablement là que se jouera l'évolution de ce conflit dans les prochaines semaines. Si vous voulez qu'on analyse cette dynamique du Golfe en profondeur dans une prochaine vidéo, dites-le en commentaire. Et si cette analyse vous a été utile, vous savez ce qu'il reste à faire.